Éric Ciotti nous dit que l'amendement des députés républicains vient d'être adopté. Les bénéficiaires du RSA devront désormais effectuer 15 heures d'activité par semaine. Les bénéficiaires des aides sociales ont des droits, ils doivent aussi avoir des devoirs. Voilà, donc ça c'est la capture d'écran que je vous afficherai dans quelques secondes, et on y va, tac. Voilà, vous vous en rendez compte, ça va être un peu l'article du jour, basé sur cette déclaration de Monsieur Ciotti. Et donc on va se demander, les aides sociales sont-elles légitimes? Oui et non, ça dépend, c'est ce qu'on va voir. Et voilà, donc je commence par mettre en exergue la capture de Ciotti, et puis j'enchaîne directement avec le propos. Le problème n'est même pas l'amendement, ce sont les moyens qui supposent le RSA, ou d'ailleurs toute aide sociale. En fait, comme d'habitude, vidéo prétexte, je rebondis sur une actu et je développe un propos plus large. C'est même pas le RSA, c'est toute forme d'aide sociale, est tout à fait légitime, je le marque, mais conditionné par le volontariat. C'est la base du droit naturel. Première partie, les aides sociales financées par l'impôt sont un problème. Je le détaille en plusieurs points, c'est pas forcément exhaustif, mais ça vous donne déjà une très bonne idée, je pense, de la chose. Et on commence directement par le premier point, qui est le principe. Violation de propriété privée. Les impôts utilisés pour financer les aides sociales sont une forme d'expropriation, car elles ne supposent jamais le consentement des individus. On met directement les pieds dans le plat, on y va, on perd pas de temps. Principe, c'est une violation de droit. Et cela n'est pas une simple opinion. Êtes-vous, oui ou non, consentant lors de vos prélèvements? D'ailleurs, on dit prélèvement obligatoire, c'est pas pour rien. D'accord? C'est parce que on a cette espèce de falsification de solidarité, de falsification d'efforts national, qui est un vol légalisé, l'institutionnalisation de la violence manifestée, voilà, absolument apparente sous nos yeux, à cause du vol de l'impôt qui sert à plein de choses, dont à la redistribution, donc aux aides sociales. Premier élément, on ne peut pas parler de l'ordre social, on ne peut pas parler de légitimité, on ne peut pas parler de droit, donc en fait d'humanité, si on veut vraiment être dans une ligne humaniste. On ne peut pas parler de tout ça sans évoquer le consentement, sans évoquer les moyens de la négociation, les moyens économiques, les moyens de l'échange, de la propriété. Tout ça va ensemble. Et l'inverse de ça, c'est le viol de propriété. C'est l'antagoniste, et les impôts rentrent dans cette case. Ok ? Deuxième point, inefficacité bureaucratique. Là, les points suivants, on rentre dans les illustrations, les arguments utilitaristes. D'accord ? On parle d'efficacité. Et à la fin, il y aura aussi un argument plus tourné sur l'économie. Ok ? Les mécanismes étatiques sont moins efficaces que les solutions de marché en raison des coûts bureaucratiques, de la lenteur induite par son côté très procédurier et de la corruption. Donc là, très simple, les bureaucraties sont des rouages qui marchent de moins en moins bien, d'une lourdeur folle, avec plein de lois, plein d'étapes, bref, plein de machins qui bloquent tout le monde, qui font perdre du temps à tout le monde. Et on rappelle évidemment que les bureaucrates, les fonctionnaires sont payés par l'impôt, donc ils sont aussi des receleurs de biens volés. Non pas que tous les fonctionnaires soient en soi des nuisibles par leur fonction, pas du tout. Je reprends souvent cet exemple du professeur, qui est un métier admirable. Le problème du prof, c'est pas son métier en soi, c'est pas sa fonction, c'est la manière dont il gagne son argent, les moyens, si vous voulez, de sa rétribution. Ça vient de l'impôt, ça vient du vol, c'est un problème en soi. Voilà pourquoi le métier de professeur doit perdurer, un métier indispensable a priori, que l'humanité réclame, qui est reconnu par la communauté, mais qui doit exister dans un système privé. Bon, c'est pas le sujet, mais c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'anti-bureaucratisme pavlovien des libertariens comment dire ça, par pur plaisir quelque part. Non, on le justifie rationnellement par le vol de l'impôt, parce que les moyens de leur rétribution ne sont pas légitimes. C'est toujours question de comment est-ce que votre argent est gagné dans la vie. C'est toujours comme ça. Êtes-vous un producteur de richesse? Oui ou non? Sinon, c'est que vous êtes soit vous-même spoliateur, voleur, soit receleur de biens ou d'argent volé. Et en fait, c'est aussi un problème, parce que vous participez, vous êtes partie prenante du système dominant, et vous le maintenez en place, que vous le vouliez ou non. Tout ça est structurel. La volonté individuelle ici ne joue plus. C'est des structures qui jouent, c'est des forces politiques qui jouent contre vous. Voilà pourquoi est-ce que les structures sont déterminantes, et tout ça se fonde sur le droit. Troisième point, création d'une dépendance à l'État. Les aides sociales sont un instrument du pouvoir. Les hommes d'État s'en servent pour créer une dépendance. Produire en masse des assistés de l'État permet de former une clientèle électorale fidèle.
Très simple, si vous mettez de plus en plus de gens dans votre poche, des gens qui sont semi ou même totalement assistés, vous pouvez davantage compter sur eux lorsque vous ferez des mesures qui vont dans leur sens. Autrement dit, celui qui va jouer contre les mécanismes d'aide sociale, celui qui va les faire reculer, voire les supprimer, risque de se mettre un certain nombre de personnes bénéficiant de ces aides à dos. Et le but, ça peut plutôt être, au contraire, pour un État qui voudrait être tout puissant, de maximiser ces choses-là, de maximiser ces aides pour faire grossir son électorat de ce côté. Voilà pourquoi des choses comme le revenu universel par exemple, et les choses qui s'en approchent, les revenus de ce type-là, voilà pourquoi est-ce que ce sont évidemment des mesures totalement démago, totalement faites pour séduire les foules et pour produire en fait des assistés en masse par voie socialiste. Quatrième point, encouragement au vol. La mise en place d'un système d'aide sociale incite de plus en plus d'individus à profiter du butin qu'est l'argent public, amplifiant les coûts pour les producteurs de richesse. Les producteurs de richesse et ceux qui travaillent avec eux, donc les salariés quand ils sont volés par l'impôt, sont aussi spoliés, tout comme les entrepreneurs. Si vous avez un butin public auprès duquel tout le monde ou presque peut piocher, il y a quelques critères. Pour le RSA, il faut avoir plus de 25 ans et être français. Il y a quelques critères. Mais globalement, ça encourage les gens à plonger dedans. Ça encourage les gens à faire ce choix, d'autant plus quand la structure même du marché du travail n'est pas incitative. Quand toucher des aides, et là on parle du RSA, mais c'est toutes les aides, peut vous faire gagner plus d'argent que travailler, qu'être au SMIC, que faire 1000-2003, vous êtes plus qu'incité à choisir cette voie-là, d'accord ? Vous mettez un peu l'éthique perso de côté et vous vous dites tiens, pourquoi est-ce que je me casserais quoi ? Pourquoi est-ce que j'irais trimer alors que finalement sans rien faire, j'ai plus que mon voisin qui lui va trimer. Donc ce sont juste des mécanismes incitatifs, c'est tout, qui jouent sur la nature humaine, qui jouent sur sa pente, sa faiblesse tout simplement, et c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui sont incités à profiter du butin public. Et donc tout ça encourage au vol et non pas à la création de richesses ou même au fait de trouver un emploi, tout simplement. Cinquième point, augmentation de la préférence temporelle. Les aides sociales influent aussi sur la préférence temporelle des individus. Ils seront incités à privilégier une aide financière immédiate et garantie par l'État plutôt que de rechercher un emploi ou entreprendre. Aussi, les aides sociales ralentissent l'investissement et l'épargne, car les individus qui en bénéficient étant précaires, ils ne peuvent rien faire d'autre que dépenser cet argent récolté dans des biens, services de première nécessité pour survivre, nourriture, logement, etc. Ce phénomène engendre une société plus impatiente et consumériste, moins encline à planifier et investir pour l'avenir, et par conséquent, moins prospère sur le long terme. Là, c'est un peu subtil comme argument, il faut connaître la préférence temporelle, développée largement par les Autrichiens. Les Autrichiens, l'école d'économie autrichienne évidemment. Préférence temporelle qui va monter, qui va s'élever avec la SOSDEM et avec son socialisme. Tout simplement parce que vous allez être pris à la gorge. Vous allez être de base précaire à cause d'une structure économique globale, les loyers, le marché du travail, tout ce qui va être alimentation, tout augmente, tout est cher, tout est compliqué, tout est rigide, il n'y a aucune souplesse. Et puis à côté de ça, des mécanismes d'incitation qui vont vous pousser à consommer le peu que vous gagnez déjà, que vous récupérez en fait, vu que c'est des aides, que vous récupérez faussement gratuitement, et cet argent-là sera souvent très vite dilapidé dans vos biens de première nécessité, ce qui est normal, c'est-à-dire c'est pas un jugement de valeur, c'est simplement le réel quoi, un loyer, les enfants, la nourriture, vous êtes tout de suite pris à la gorge et vous ne pouvez absolument pas penser à investir ni à épargner, des choses indispensables pour se projeter dans l'avenir. Donc en fait, la préférence temporelle augmente pour les gens, ça veut dire qu'ils sont plus enclins à dépenser maintenant, à consommer tout de suite, à profiter tout de suite, plutôt qu'à vouloir plus de capital pour plus tard, et donc se bâtir une vie un petit peu prospère et, on va dire, construire un filet de sécurité pour eux-mêmes et pour leur famille. Sixième point, la majorité ne fait pas le droit de propriété. Donc là on revient, je reboucle avec le premier point. Même si une majorité vote en faveur des aides sociales, cela ne les rend pas automatiquement légitimes. Donc on s'en fiche complètement des arguments, oui mais quand même, il y a beaucoup de gens qui sont pour, ça veut dire que le peuple veut ça. La majorité n'est pas la liberté. Ça n'est pas une définition solide, éprouvée de la liberté. La majorité, c'est simplement
la manifestation, si vous voulez, d'un certain nombre de gens qui ont une opinion, qui ont une préférence. Ok. Et ensuite, donc la majorité ne dit jamais rien. D'ailleurs, le droit de vote n'est pas la liberté. C'est le droit de veto, la liberté. Et c'est une belle phrase, n'est-ce pas, qui n'est pas de moi. Je l'ai vu chez Stéphane Gère, mais en tout cas, méditez ça. Le droit de vote, ou ici la majorité, ne fait jamais, jamais la liberté. Si ça faisait la liberté, ça voudrait dire qu'une majorité des gens pourrait écraser une minorité. Et donc il n'y aurait liberté que pour la majorité. Or, la liberté ne peut être qu'universelle. La liberté ne peut être qu'un droit de propriété, elle ne peut être que le droit d'échanger librement, de négocier, de consentir. Ça ne peut être le fait qu'être un décideur exclusif et légitime pour sa propre vie, pour son existence sociale tout entière. En fait, la liberté, c'est être souverain. Et c'est évidemment le fait de l'accorder aux autres. La liberté s'accorde entre les hommes. Donc il n'y a pas d'histoire de majorité qui viendrait écraser comme ça, totalement arbitrairement, une minorité. D'ailleurs, souvent la minorité en fait en démocratie c'est 49%, n'est-ce pas? Donc en fait, au nom de la majorité, si on prend par exemple les présidentielles, vous avez tous les 5 ans, peut-être maintenant plus, on verra, qu'importe, vous avez tous les 5 ans, 45, entre 45 et 49% des gens, plus ou moins, qui sont totalement écrasés. Ça n'est pas la liberté. Une fois qu'on a dit ça, on peut parler du système de solidarité légitime, parce que les aides sociales n'ont rien d'illégitime en soi. Je veux dire, la solidarité n'est pas un crime. Au contraire, elle est au fondement même de notre humanité. Il n'y a jamais aucun souci avec les aides en soi. La question, si vous m'avez suivi, c'est juste les moyens d'obtention de ces aides. D'où vient l'argent? Avez-vous respecté les souverainetés individuelles? Avez-vous respecté les individus? Oui ou non? C'est binaire, point. Et quand la réponse est oui, il y a plusieurs stratégies. Premier point, stratégie de mutualisation. Donc les mutualités, les coopératives, les caisses privées, toute organisation basée sur le volontariat pourrait voir le jour pour répondre à des besoins spécifiques. Et je dis bien besoins spécifiques. J'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours, une vidéo sur, chez Berkov, je crois. Faut-il une aide pour les femmes au foyer? Bon, ça rentre là-dedans. S'il y a un besoin spécifique pour ces femmes, parce qu'on peut parfaitement considérer qu'elles remplissent des tâches absolument indispensables pour une société, absolument, ok? Dans ce cas-là, si les besoins émergent et si on a la liberté pour le faire, il faut que des caisses privées, il faut que des actions dans ce sens émergent, existent, évidemment. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y a pas de demande. Et il est interdit, messieurs les conservateurs, puisque là c'est plutôt un sujet conservateur, il est interdit, messieurs les conservateurs, d'aller voler les gens pour, si vous voulez, satisfaire vos exigences individuelles. Non. Donc merci pour vous aussi de penser l'ordre social par le droit et pas par votre morale individuelle. Ces structures pourraient offrir donc des assurances, aides financières ou d'autres formes de soutien à leurs membres. Justement, les assurances, j'y viens, un autre pilier de la solidarité dans une perspective libertarienne serait le marché de l'assurance privée. Je ferai sûrement une vidéo sur l'assurance tout court, enfin privée, mais je veux dire une vidéo dédiée. C'est absolument central dans une société de droit privé, les assurances, pour plein de raisons. On y reviendra si vous voulez. En tout cas, les individus pourraient souscrire à diverses assurances pour se protéger contre les aléas de la vie. Charité et liens naturels, en l'absence d'intervention étatique, les communautés locales auraient un rôle plus important à jouer. Les familles, les voisins, les églises et autres groupes pourraient s'entraider de manière organique. Les individus, quand ils ne sont pas taxés de force, sont bien plus enclins à donner de leur propre gré. Tout simplement, le socialisme, l'assistanat de masse, l'augmentation de la préférence temporelle, l'atomisation globale provoquée par ce régime de droit public, si vous voulez, provoque tout un tas de conséquences, dont le délitement des liens naturels. Quand vous avez un filet de sécurité extrêmement fort, forcément que les aides organiques sont moins spontanées, moins naturelles. On a déjà Papa État qui est là au cas où. On a déjà en tête ce truc que, s'il y a un problème, il sera là pour moi. Donc pas la peine qu'on cède, pas la peine qu'on soit relié. On revient au mécanisme incitatif, évidemment. Et ce qui ne veut pas dire du tout qu'on ne peut pas céder quand même maintenant. Bien sûr que si, on peut céder de plein de manières différentes. Ce qu'on dit simplement, c'est qu'il y a une structure et des tendances, c'est tout. Notez bien que toutes ces raisons à chaque fois sont d'ordre socio-économique. Quand on s'intéresse aux phénomènes sociaux, c'est ici qu'il faut mettre son nez. Vraiment, dans l'observation
de la réalité économique, hein. Est-on en train de décrire, oui ou non, les mécanismes économiques? Et là, vous voyez bien que oui. Concrètement, les aides existent, sociales, elles viennent de l'impôt, donc d'une production de richesse d'autres individus qui n'ont pas consenti. Ces aides elles-mêmes découragent les individus d'aller bosser, d'être productifs, de trouver un emploi, voilà, d'être vraiment proactifs dans leur existence, parce que ces aides représentent un filet de sécurité mentale et financier. Tout ça est toujours relié, hein. L'économie est toujours à penser avec une vision panoramique. On ne peut jamais penser le fait social sans économie, car l'économie s'intéresse à tout. Rien n'échappe à l'économie, d'accord? Puisque la vie est échange, puisque la vie est action. Et donc vous vous rendez compte que on ne peut pas analyser sérieusement les phénomènes sociaux sans mettre son nez là-dedans, quoi. Et c'est pour ça qu'à gauche comme à droite, les réactions qu'il y a eu sur ce tweet de Ciotti, c'est pas pertinent, c'est que des analyses morales, c'est que des préférences, des opinions, c'est que vraiment l'expression de multiples affects, mais il n'y a pas de description, d'accord, d'analyse du fait social. Donc c'est pas intéressant, parce que ça n'explique pas notre réalité. Quatrième point, réduction structurelle de la nécessité d'aide. Ici c'est important parce qu'en fait ça va venir un peu clôturer mon propos et vous révéler pourquoi est-ce qu'en fait, dans une société plus libre, les aides seraient de moins en moins importantes. Au sein d'une société libre, bien que des formes d'aide volontaires puissent exister, ce que j'ai dit juste avant, hein, aucun souci avec ça, son architecture, donc de la société libre, serait conçue pour minimiser progressivement le besoin d'une telle assistance. Plus une société est libre, plus elle a le potentiel d'être prospère. Dans un contexte où les individus ne sont pas entravés par des interventions étatiques, les marchés peuvent fonctionner à leur régime normal, générant richesse et opportunités pour tous. Cette prospérité croissante signifie que de plus en plus d'individus peuvent subvenir à leurs besoins grâce à leur travail. De plus, en l'absence d'aide sociale garantie par un État, il n'y a aucune incitation pour les individus à opter pour l'inaction ou la dépendance. Ils sont poussés à participer activement à la vie économique, à se former, à innover et à tout faire pour apporter de la valeur. Ainsi, au lieu de dépendre d'une aide extérieure, la plupart des individus seraient autosuffisants, renforçant ainsi la résilience et l'indépendance des communautés. En somme, dans une société libre, non seulement l'assistance serait volontaire, mais la structure même de cette société rendrait cette aide de moins en moins nécessaire. Enfin, j'attire votre attention sur le fait que le mot solidarité veut dire quelque chose. Comment pourrait-elle être autre chose que volontaire ? Toute aide involontaire n'en est pas une, elle n'est pas le reflet d'un effort national, mais celui d'un vol national. Voilà, c'était un peu long pour la lecture du dernier paragraphe, mais c'est vachement important, je pense. Quand structurellement la société, l'organisation humaine est faite, pensée, conçue, théorisée, c'est pareil, pour que la prospérité émerge et pour que la propriété soit respectée, l'existence d'aide est de moins en moins présente. Elle existerait toujours. Prenez simplement l'exemple des gens handicapés, qui ont des pathologies cérébrales, voilà, qui sont très diminuées. Bon, il n'y a aucun souci avec ces gens-là pour créer des organisations volontaires qui viennent les aider de diverses manières, j'ai dit juste avant. Ça, c'est très clair. Moi, quand je parle d'aide, je parle plutôt des gens qui pourraient être actifs. Je parle plutôt des gens qui sont vraiment dans une situation de dépendance, d'oisiveté, pour des raisons qui ne sont pas physiques ou mentales. Pour des raisons qui sont plutôt des raisons d'opportunité, d'arbitrage entre le fait de travailler et le fait d'avoir, si vous voulez, des aides qui tombent tout cru dans le bec. Ces gens-là, globalement, seraient beaucoup plus incités à être productifs parce qu'ils gagneraient vraiment, en fait, à l'être, à avoir une activité, à être entrepreneur. D'ailleurs, je dis ça dans une société libre, donc sans code du travail, n'est-ce pas? Il n'y aurait pas du tout non plus, enfin à mon avis, là il faudrait en discuter, il faudrait vraiment creuser le truc et même en parler avec un libertarien conséquent qui en parle à mes côtés. Mais je pense qu'une société libre verrait émerger des contrats différents. Tout ce qui est CDD, CDI, en fait tout ce qui est plus globalement contrat de travail actuel émanant du droit positif serait revu, repensé. Et tout ça, en fait, il faut comprendre que ça n'existe aussi que parce que nous avons un État et donc un droit positif. La structure même du marché du travail serait sans aucun doute très différente dans une société libre avec des règlements consentis, des règlements privés et sans cette profusion comme ça de lois, de réglementations
étatique et de fiscalité. S'il y a autant aujourd'hui d'aides et donc de gens qui sont assistés, qui sont rentrés dans la matrice, dans le vice de l'assistanat de masse, eh ben, c'est surtout parce que la structure en place les pousse, les incite, les induit à faire des choix. Ce qui ne veut pas dire que leur libre arbitre n'existe pas, attention. Ça veut simplement dire que l'influence, que la tentation est plus grande. Ils sont séduits, c'est tout. Mais tout comme n'importe quel marchand, commerçant, entreprise cherche à vous séduire pour vous vendre certains produits ou services. La séduction est au cœur, évidemment, de la société, des interactions sociales. Mais ça n'enlève le libre arbitre de personne, évidemment. Il y a une différence entre l'action, ce qu'on fait effectivement, le choix, la décision, et ce qui la suppose, et ce qui la motive. C'est deux choses très différentes. Donc je suis pas du tout en train de dire que c'est pas de leur faute ou quoi. Non, ce que je dis c'est que ces gens sont simplement incités, poussés à faire des choix, et que en fait ce rapport, plutôt cette négociation entre travailler ou toucher les aides, on comprend bien pourquoi est-ce qu'elle bascule du côté de toucher les aides, évidemment. Quand c'est plus rentable pour vous de faire ça, vous le faites. La plupart du temps en tout cas. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, j'espère que j'aurai été clair. Comme d'habitude, je vous incite à rejoindre l'académie. 3 niveaux d'adhésion sont à votre disposition pour vous former à tous ces principes de la liberté. Et par ailleurs, l'article du jour est à retrouver sur mon blog, celui-ci et tous les autres. En cliquant sur le lien en description, vous verrez qu'on vous demande un petit mail pour accéder au blog, vous le rentrez et vous recevrez en même temps 1 ou 2 emails de ma part chaque semaine sur les thèmes évidemment du libéralisme et de l'économie autrichienne. Voilà, je vous remercie une nouvelle fois pour votre écoute. J'espère vraiment que ces vidéos vous aident à mieux comprendre les phénomènes sociaux. Si c'est le cas, petit pouce vers le haut pour m'aider à avoir plus de visibilité dans l'algorithme de YouTube. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci encore pour votre écoute et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.